Bonjour tout le monde et bienvenue sur EDC TV. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Bitcoin, de monnaie numérique et de tout ce que cela implique politiquement en termes de liberté individuelle et de contrôle de population. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir mon ami Marc-Gabriel Draghi. Bonjour Rachid Marc-Gabriel, Achachi, bonjour. bonjour, Bonjour. merci pour votre invitation. Avec grand plaisir, c'est moi qui te remercie. Alors je rappelle que tu es auteur de bon nombre d'ouvrages, tous publiés aux éditions K Éditions, dont le Grand Reset en marche, mais également Les Marchands du Temple, si je ne me trompe pas, le règne des marchands du Temple, et La Grande Narration vers la mort des nations, sous-titré Vers la mort des nations. Donc vous pouvez tous trouver auprès de K Éditions. Alors, Marc-Gabriel, la dernière fois, lors du précédent entretien, on a eu droit à une avalanche d'attaques, d'insultes et de critiques de la part des geeks et du fan club du Bitcoin. Comment as-tu osé qualifier le Bitcoin de création de la NSA? As-tu des preuves, des éléments de preuve? Donc aujourd'hui, le moment est venu de détailler un peu nos propos de la dernière fois, parce qu'effectivement, on a abordé un tas de thématiques et on n'a pas eu le temps de creuser, mais également d'inscrire la question du Bitcoin dans une globalité beaucoup plus cohérente, qui est celle de la dynamique historique de la monnaie et du terminus vers lequel on veut nous amener, celui de la monnaie centrale, de la monnaie numérique centrale, avec toute la dimension politique qui s'inscrit dans le grand reset. Marc-Gabriel Draghi, vous êtes appelé à la barre. Alors très bien, alors je vais essayer de justement défendre ma position. Alors pour répondre à la première question, est-ce que Bitcoin peut prétendre être une monnaie? Je vais répondre tout de suite par non, puisque autant dans les commentaires on pourra toujours dire en dessous de en dessous de cette vidéo, il n'a rien compris au Bitcoin, il n'a pas étudié le Bitcoin, voilà, il faut revoir sa copie. Autant sur la monnaie a une réalité historique et une définition qui existe, chose que les Bitcoiners ont tendance à oublier ou tendance à occulter partiellement, voire totalement. Alors pour essayer de faire un rappel synthétique et historique, pas trop long, il faut rappeler que les échanges dans l'histoire humaine ont toujours existé. C'est-à-dire les échanges, l'histoire des échanges existait avant même la création de la monnaie en tant que telle. Je vais définir après ce qu'est la monnaie au sens classique du terme. Euh, pour faire simple, on estime que dans les premières traces écrites et documentées des échanges et des premières transactions commerciales enregistrées dans l'histoire de l'humanité, on peut remonter à la Mésopotamie et à la civilisation sumérienne. Il existait des moyens d'échange, mais qui n'étaient pas des monnaies. Et que les gens sachent aussi, les banques et les banquiers ont existé avant même la monnaie. La dette, évidemment, et d'ailleurs, l'économie s'est articulée pendant des centaines d'années, voire des milliers d'années, autour de la notion de dette. Pour prendre un exemple simple, dans les petites communautés agricoles, la personne qui faisait des choux et au moment de récolter les choux, comment dire, donner à son voisin qui lui avait produisait des carottes ou du blé, voilà, je prends des exemples un peu basiques, et avec une ardoise, expliquer que dans 3 mois, quand tu récolteras tes carottes ou ton blé, tu me devras l'équivalent de ce que je t'ai donné en chou. Ça, c'était la base, et c'est encore la base, il faut le dire, dans des sociétés peu développées en termes technologiques, c'est encore la base des échanges, c'est-à-dire la structuration des échanges par la dette. On peut, on peut dire qu'il y a eu plusieurs phases, l'économie basée sur la dette, après le troc, il y a eu comment dire, une alternative qui était la tête de bétail, où en fait c'était la tête de bétail qui servait à échanger, et ensuite est venue la notion de monnaie. Par exemple, pour reprendre l'exemple de la civilisation sumérienne, l'or et l'argent existaient et étaient utilisés comme moyen d'échange, notamment à travers, excusez-moi, des lingots d'or ou d'argent qui étaient entreposés dans les temples. Il y avait des banquiers qui utilisaient ces lingots pour justement témoigner de l'échange par l'intermédiaire de poids. C'est ce qu'on a appelé le cycle sumérien, le shekel sumérien, le shekel, la monnaie israélienne, a été inspiré de la civilisation mésopotamienne. Après, il y a eu le sceau assyrien, qui était en fait un sceau du roi ou du souverain sur
ces lingots et ces métaux précieux, mais ça n'était toujours pas de la monnaie. Alors, je vais très vite pour éviter de perdre trop les gens. Je conseille le livre de David Graeber, Dette, 5000 ans d'histoire, qui est la référence, même s'il passe un peu vite sur certaines choses. Pour commencer, c'est la référence. Donc, la monnaie est arrivée à un moment précis. On estime, en gros, qu'elle arrive sur le devant de la scène sur le premier millénaire avant notre ère, avant Jésus-Christ. Certains disent donc qu'elle arrive en Europe, notamment autour de la civilisation hellénique, en Lydie. Donc, on estime à 700 avant Jésus-Christ, 800, 700 avant Jésus-Christ. Et en fait, ce sont les souverains grecs qui ont commencé à à faire émerger le concept de monnaie. Alors, tout simplement, la définition de la monnaie, comme ça a été théorisé et on va dire gravé dans le marbre par Aristote, c'est le morceau de métal précieux estampillé par la cité et produit en série. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est la définition de la monnaie au sens classique. Et je vais vous expliquer pourquoi cette définition est toujours valable, puisqu'en fait, elle regroupe 4 notions. La monnaie doit être un instrument de mesure, une unité de compte, ce qui est, voilà, un moyen d'échange, c'est-à-dire un intermédiaire, ça c'est la deuxième valeur. Et la troisième, ça doit être une réserve de valeur, c'est-à-dire elle doit avoir une valeur intrinsèque, une valeur tangible. C'est pour ça que dans certaines civilisations, j'ai parlé de Sumer, à Sumer, les échanges et les transactions commerciales se faisaient sur des métaux précieux, sur des vêtements, sur des céréales, du riz, du blé, voilà. Donc ça, c'est fondamental. Et par contre, selon la définition d'Aristote, donc Aristote, en gros, c'est 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, c'était le précepteur d'Alexandre le Grand, et c'est fondamental puisque Aristote, en plus, arrive à un moment où la monnaie grecque a supplanté, a permis la réalisation de la civilisation macédonienne, c'est-à-dire a permis l'hégémonie de la civilisation macédonienne sur le pourtour méditerranéen, et le premier à avoir battu monnaie et à émettre une monnaie au sens classique du terme, c'est Philippe II de Macédoine, le propre père d'Alexandre le Grand, qui est d'ailleurs, l'histoire l'a un peu oublié, mais qui est en vérité un souverain peut-être encore plus intéressant qu'Alexandre le Grand lui-même, même si Alexandre le Grand est un souverain légendaire. Et donc pour revenir à Aristote, donc la monnaie, l'historique de la monnaie, c'est moins 700 avant Jésus-Christ, et cette période-là où elle émerge réellement et on la voit apparaître dans l'histoire, donc moins 700 et moins 380 avant Jésus-Christ. Et cette monnaie, j'ai oublié le quatrième volet, c'est le plus important pour moi, qui suis juriste. Cette monnaie existe puisqu'elle reprend toutes les caractéristiques définies par Aristote. Et la quatrième caractéristique que, évidemment, les bitcoiners n'en parlent pas et n'évoquent jamais, même s'ils le savent, puisqu'en fait, ils combattent les monnaies fiat actuelles. Donc, ils la sentent, ils ont la perception de ce volet fondamental. C'est que la monnaie est avant toute chose une norme de droit impératif, c'est-à-dire une norme à laquelle personne ne peut déroger. Et d'ailleurs, je l'avais dit dans la précédente émission, la monnaie vient de nomisma en grec. Alors aussi, il y a eu une influence latine, numisma. Nomisma, c'est-à-dire qui provient de la loi. Nomos en grec, c'est la loi. Donc la monnaie dérive de la loi. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, c'est une volonté du souverain qui, en fait, encadre les échanges. Et si vous n'avez pas ces 4 caractéristiques qui ont été définies par la maxime d'Aristote, le morceau de métal précieux estampillé et produit en série par la cité, vous n'êtes pas en face d'une monnaie. Vous êtes en face peut-être d'un moyen d'échange, on est d'accord. Ça, on va pouvoir revenir dessus à travers les différentes caractéristiques, mais vous n'êtes pas face à une monnaie au sens classique du terme. Et pour aller dans le sens des bitcoiners, cette fois, la monnaie actuelle que nous connaissons pour échanger, c'est-à-dire la monnaie fiat, qui existe, qui a été propagée en particulier depuis les accords de change flottant, les accords de la Jamaïque en 1976, et le fait que Nixon ait décorrélé l'émission monétaire au stock d'or, c'est-à-dire au stock de métaux précieux, depuis 1971, depuis août 1971. Nous sommes actuellement dans l'ère des changes flottants.
donc c'est-à-dire dans la toute-puissance et la consécration de la monnaie fiat. La monnaie fiat désigne une monnaie qui n'est pas adossée à un sous-jacent réel comme l'or ou l'argent. Elle possède une valeur, uniquement parce qu'elle est déclarée comme ayant cours légal par une autorité gouvernementale. En latin, le mot « fiat » signifie « qu'il en soit ainsi ». Cette monnaie est une conception viciée de la monnaie. Voilà. Donc, je me suis permis de faire un petit aparté historique pour que les gens Non, mais comprennent c'est bien. important pour recontextualiser. Alors, je vais faire un bref récapitulatif, rapidement, en quelques phrases. Donc, le point de départ, c'est une logique de troc. Alors, soit décalé dans le temps, comme tu l'as expliqué, ce qui est un peu l'ancêtre des contrats à terme aujourd'hui. Effectivement, je t'achète la production dans 6 mois ou la livraison de pétrole. On est passé graduellement en Mésopotamie, entre autres, vers un schéma de comptabilité des transactions adossé à de l'or et à de l'argent qui est stocké dans le temple en tant que garantie. Et puis graduellement, on est allé vers l'univers grec, vers une monnaie qui a acquis la qualité de la liquidité, puisqu'elle est désormais elle est sécable, mais c'est plus des lingots, mais c'est des monnaies qu'on peut transporter, qui est garantie par l'État, et donc par un ordre politique, le nomos, que tu évoquais dans l'étymologie de nomisma, qui permet de préserver le pouvoir d'achat, la valeur du travail dans le temps, et donc elle a une valeur intrinsèque toujours en or et en argent, et c'est un instrument d'échange qui effectivement permet de convertir des valeurs par nature différentes, comme le blé, contre je ne sais pas quoi, du bois ou autre chose, etc. Mais ce qui parachève la qualité de monnaie, ça demeure le nomos, c'est-à-dire un ordre politique qui est le garant de cette monnaie et qui lui octroie un cours légal, qui fait que nul ne peut refuser cette monnaie, parce que refuser cette monnaie revient à rompre l'allégeance en réalité vis-à-vis du souverain. Et comme je dis à chaque fois aux gens, quand vous voyez une pièce de monnaie ou un billet de banque, en fait, vous avez la carte visite d'un État, puisque vous avez la photo du souverain ou de la souveraine, vous avez la devise du pays, c'est-à-dire les valeurs fondatrices de l'ordre politique, et puis vous avez un ensemble de données juridiques qui font que c'est une forme de carte visite de l'État. Maintenant, le Bitcoin, il regroupe un certain nombre de qualités que l'on peut contester, et peut-être ça va être l'objet également de ce premier chapitre de cet entretien. Premièrement, est-ce qu'il préserve la valeur, comme le firent les monnaies pendant des milliers d'années? A priori, non, j'ai envie de dire. Alors, oui, alors je vais juste faire un point et insérer avec le Bitcoin. Pourquoi en réalité le Bitcoin n'est pas une monnaie? Déjà, puisque Aristote, quand il a théorisé, on va dire, l'outil monétaire, il a théorisé son usage. Et là, ça va être fondamental. Justement, est-ce que le Bitcoin préserve la valeur? Est-ce qu'on peut réellement échanger d'un point de vue de masse? Je vais revenir sur ces questions-là. Aristote avait parlé du bon et du mauvais usage de la monnaie. Et c'est ça qui va faire l'introduction avec le Bitcoin. Le bon usage de la monnaie, c'est satisfaire à la bonne administration de la communauté. Donc, tu as parlé d'État, de la communauté des producteurs. Parce qu'en fait, c'est fondamental. Dans la caractéristique de la monnaie, c'est ceux qui acceptent cette monnaie pour échanger des biens, des services. Et donc, cette monnaie reflète la capacité productive d'un État, d'une cité, d'un pays. Ça, c'est fondamental. Donc, Aristote avait donné, je vais faire très court, 2 circuits. Le bon usage, qui est marchandise, bien, service, argent, marchandise, bien, service. C'est-à-dire, la monnaie n'est qu'un intermédiaire. C'est un outil qui permet l'échange. Le mauvais usage, c'est ce que Aristote a intitulé la crématistique. Créma en grec, ça veut dire richesse. C'est l'art d'accumuler les richesses. Ça, c'est le mauvais usage. Et la crématistique, ça a été aussi repris et théorisé par Marx. La crématistique, c'est l'argent, point de départ, monnaie, bien, service, marchandise, et finalité, argent. Et donc, pour faire simple, pour que les auditeurs comprennent, c'est la blague sur les pantalons à une jambe de Jacques Attali. Quand Jacques Attali explique qu'il y a Moshe et Christian, et que Moshe vend des pantalons à une jambe à Christian, et que Christian se plaint parce qu'il peut pas vendre des pantalons qui n'ont qu'une jambe, et que Moshe lui dit, mais attends, t'as rien compris, c'est pas fait pour mettre ces pantalons à une jambe, c'est fait pour acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, voilà. Donc, pour que les gens comprennent, ça, c'est la mauvaise conception et c'est le mauvais usage de la monnaie. Et maintenant, pour faire le lien avec le Bitcoin est déjà
quand on entre dans le Bitcoin, on est déjà sur un usage schématistique, c'est-à-dire sur une mauvaise conception de ce que doit être l'outil monétaire. Et comme tu l'as dit, Rachid, si on passe le Bitcoin comment dire, à la loupe de ces différents critères, il réussit le test plus ou moins bien. Alors je vais dire même clairement, il réussit le test quasiment sur assez peu de critères. Sur la réserve de valeur, c'est peut-être pour moi actuellement le point fort du Bitcoin, puisqu'enfin certains vous diront actuellement le Bitcoin est à entre 50 000 et 60 000 euros, et l'once d'or, par exemple, qui est en fait la vraie monnaie, avec l'argent, un complément avec l'argent, mais qui est la référence, est actuellement inférieur à 2 000 euros. Donc les bitcoiners vous disent, vous, Monsieur Draghi, vous avez une conception passéiste de la monnaie. Maintenant, c'est la monnaie 2.0 et regardez la valeur qu'a le Bitcoin. En réalité, déjà, la valeur du Bitcoin est très volatile et je vais essayer de le définir, je vais essayer de le développer après. Le Bitcoin a été mis en place justement pour attirer les gens qui voudraient fuir dans une certaine situation, qui historiquement, dans des périodes de crise, de guerre, voilà, ou de reconstruction politique, fuyaient naturellement vers l'or et l'argent. Le Bitcoin a été élaboré justement pour permettre d'identifier certains opposants et de les orienter vers des voies de garage, voilà, financières. Même si, en effet, vous pourrez être riche en achetant du Bitcoin, mais dans les années qui viennent, vous serez riche en monnaie numérique programmable, en CBDC. Donc voilà, quelle sera la notion de votre richesse. Donc juste pour répondre sur la réserve de valeur, actuellement le Bitcoin, oui, il peut être identifié comme une réserve de valeur, il faut dire les choses clairement, mais il n'a pas de valeur intrinsèque, les tangibles. Et je vais revenir après quand je vais développer l'historique du Bitcoin. Le Bitcoin, quoi qu'il arrive, sa nature première, c'est de la donnée, de la data. C'est-à-dire, c'est un mélange de 1 et de 0. C'est un code informatique. Il est issu de la fonction de hachage SHA-256. C'est un code. Et c'est d'ailleurs le super aliment du monde d'après. On est d'accord. Enfin, à la limite, on peut qualifier le Bitcoin d'actif ou de placement financier, un peu à l'image des actions, à la différence que le Bitcoin n'a pas de contrepartie réelle, parce que même la monnaie fiat, avec tous ses défauts, et qu'on combat tous, même avec les gens qui défendent le Bitcoin, quand elle est bien gérée, entre mille guillemets, c'est-à-dire quand on a une banque centrale qui est responsable, avec un taux directeur qui est stable, etc., et ben, quelque part, quand j'accepte, par exemple, des francs suisses, je sais qu'il y a une contrepartie qui fait un travail réel, effectué par un salarié du privé, par un ouvrier, par autre chose, etc. Par contre, le Bitcoin, la manière avec laquelle il est généré n'est pas corrélée au PIB, n'est pas corrélée donc à du travail réellement effectué, mais est corrélée tout simplement à une dépense énergétique totalement stérile. Parce que le minage, c'est une dépense énergétique qui n'a pas d'utilité sociale. Et donc on dépense des calories, de l'énergie, non pas pour alimenter des villes, des hôpitaux, etc., mais uniquement pour alimenter une capacité de calcul extrêmement puissante pour générer au niveau de la blockchain ce qu'on appelle un Bitcoin. Et donc non seulement il n'est pas utile socialement dans sa manière d'être produit, mais au contraire il est nuisible parce qu'il détourne une capacité des forces productives au niveau énergétique et il n'a pas de contrepartie réelle. Donc quand quelqu'un me paye par un Bitcoin ou un fragment de Bitcoin, je ne sais pas à quoi il correspond. Je veux dire, c'est quoi sa contrepartie réelle? Donc même comparé à la monnaie fiat, il n'arrive pas à remplir toutes les fonctions même de la monnaie fiat. C'est dire le niveau de fragilité de cette structure. Et puis tu as raison d'évoquer que l'or physique est combattu. Il est combattu entre autres effectivement par le Bitcoin, puisque ça permet de détourner des gens de l'or physique pour les orienter vers cette bulle, mais il est combattu également par les ETF, par l'or papier, où tout est fait pour maintenir le cours de l'or à un niveau bas, parce que c'est le thermomètre de l'état de santé de l'économie financière mondialisée, où effectivement, dès qu'elle va mal, on l'a vu en 2007, en 2008, on a le cours de l'or qui explose. Mais en fait, la valeur de l'or, elle est stable, mais c'est tout simplement l'expression de la valeur de l'or dans les monnaies fiat qui s'effondrent, qui augmentent. Et le Bitcoin, pareil. Exactement. Alors, tu as évoqué pour moi des choses qui sont fondamentales. Alors, les bitcoiners, évidemment, vont dire, vous ne connaissez rien, Monsieur Hachachi, Monsieur Draghi, vous ne connaissez rien. Le bitcoin, c'est de la preuve de travail. Donc, c'est la nature même de la monnaie. Regardez l'or, c'est le fait d'extraire l'or
en fait, l'or, il a de la valeur parce qu'on met du temps à aller le chercher, il est profond dans la terre. Et alors ça, c'est totalement faux. Et je veux que les gens comprennent ça. Le travail, c'est pas parce que l'or n'a pas de valeur parce qu'on a été le chercher loin dans la terre. Déjà, je rappelle, pour ceux qui ont un peu de connaissances historiques, même en France, parce que maintenant on dit beaucoup que la France n'avait pas d'or, pas d'argent. Même en France, il y avait de l'or, à l'époque notamment gaulois, à l'époque des Gaulois et des Romains, dans les rivières françaises, notamment l'Ardèche, voilà, il y avait de l'or qui coulait dans les rivières, pas en grande abondance, mais il y en avait. Et donc il était assez accessible. Et pourquoi l'or et l'argent, pour faire simple, ont de la valeur? C'est aussi parce que ce sont des métaux qui ont un rapport au temps, l'inoxydabilité, qui est presque irréel par rapport aux autres matériaux. C'est une manière de figer la valeur dans le temps. Et en réalité, donc les bitcoiners vous disent que la monnaie, c'est de la preuve de travail. Ce qui a de la valeur, c'est parce qu'on met du temps à aller le chercher, ou que c'est ou de l'énergie, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit Rachid, c'est très important, de l'énergie. Alors qu'en réalité, la preuve de travail et la dette énergétique ne sont qu'un composant des valeurs de la monnaie. La monnaie, en réalité, c'est ce que essaye de faire comprendre Aristote et que les religions monothéistes, notamment le christianisme et l'islam, ont compris. La monnaie, c'est le contrôle du temps. Alors les gens vont pas comprendre ce que je vais dire, mais d'ailleurs en français on dit le temps c'est de l'argent. Mais en fait on peut renverser la maxime, c'est-à-dire l'argent c'est du temps. Quand vous avez beaucoup d'argent, par exemple quelqu'un qui est millionnaire, milliardaire, il a sa fenêtre qui a été cassée par son fils, je vous dis n'importe quoi, il a de l'argent, il va pas se dire je vais économiser 3 mois pour changer ma fenêtre, il va la changer tout de suite et on va lui faire tout de suite. Voilà, donc ça lui permet de gagner du temps. Je prends un exemple vraiment voilà basique, mais Oui, mais ça clair. c'est fondamental à comprendre. Et pour le Bitcoin, tu l'as très bien dit, Rachid, c'est pour moi la monnaie fiat des monnaies fiat. Et ça a été instauré pour nous amener vers une nouvelle conception de la monnaie. Et on va le voir au cours de l'émission à la fin. En réalité, le projet définitif, c'est de supprimer la monnaie. Alors ça peut paraître bizarre puisqu'on nous parle de monnaie numérique de banque centrale, de monnaie 2.0, mais comme je l'ai dit en introduction, et c'est pour ça que j'ai parlé de Sumer et de la Mésopotamie, les échanges, la vie commerciale et les transactions commerciales existaient avant même l'invention de la monnaie. La monnaie a permis l'émergence notamment des cités-États, des nations, mais les empires existaient avant la création de la monnaie. Bon, après, je ne vais pas revenir sur des détails comme, par exemple, le code Hammurabi, qui est une des premières législations connues de l'histoire de l'humanité, réglementait des transactions commerciales et notamment l'esclavage pour dette, où on demandait de casser les tablettes et on mettait en place des jubilés. Et là, en fait, on est comme si on était à la fin d'une ère, donc l'ère de la monnaie classique. Et tu l'as très bien dit, les fiat ont un intérêt puisque bon, je prends le cas de l'euro. Je suis pas du tout un défenseur de l'euro malgré mon patronyme. L'euro est fait pour effacer les nations puisque justement il y a juste des portes et des ponts anonymes sur les billets. Donc c'est fondamental ce que tu as dit, Rachid, puisque la monnaie en fait retranscrit l'idéal et l'historique d'un pays. Mais l'euro, si quand les gens achètent des obligations, les investisseurs prennent des obligations en euros, ils prennent en grande partie, enfin c'est gagé, comment dire, leur investissement est gagé par la richesse de la France, la richesse tangible de la France. Vous savez qu'en France, pour ceux qui nous écoutent, les Français, beaucoup de bâtiments publics ont été vendus à des investisseurs étrangers et pas tous qataris, voilà, même bien souvent assez très peu qataris. En fait, il y a aussi une possibilité pour les investisseurs étrangers de racheter tout le patrimoine français. On parle de vendre la Tour Eiffel, demain Notre-Dame, je vous dis n'importe quoi. Donc ça, c'est possible. Et quand la monnaie fiat, qui garde sa dimension de nomos, contrairement au Bitcoin, elle a cet avantage-là. Je suis pas du tout un défenseur de la monnaie fiat, puisqu'en fait, la monnaie fiat est une conception viciée de la monnaie qui vise à détruire les nations et en fait à détruire le concept de monnaie, puisque c'est pour ça qu'on a accumulé des centaines de milliers de milliards de dettes à l'échelle mondiale, c'est pour in fine épuiser les nations et les faire basculer vers un autre système. Donc voilà. Et donc si tu veux que je revienne plus particulièrement sur l'historique du Bitcoin. Alors, juste avant, il est important d'évoquer, alors tu l'as évoqué à juste titre, la question de l'or. C'est que la valeur de l'or ne procède pas uniquement de la quantité de travail nécessaire pour l'extraire. Ça, c'est un peu la caricature que certains en font. Mais il a également, comme tu l'as rappelé, la qualité de l'inoxydabilité, mais également des qualités industrielles factuelles que l'humanité connaît depuis des milliers d'années, notamment au niveau esthétique, parce que c'est un métal
qui, à travers un simple alliage, accède à une malléabilité que les bijoutiers connaissent très bien. Et donc, c'est une beauté qui est également inscrite dans la durée. C'est pas uniquement la valeur, mais c'est également l'esthétique qui est inscrite dans la durée. Aujourd'hui, au niveau industriel, il est largement utilisé dans l'électronique. On peut pas en dire autant du Bitcoin. Moi, j'ai jamais vu un Bitcoin dans un circuit intégré. Donc, il a des valeurs factuelles objectives. Par contre, quand on parle du Bitcoin, on dit qu'il y a un travail derrière. Oui, mais personne ne dit le contraire, mais c'est un travail qui est socialement inutile, qui est socialement nuisible. Karl Marx, dans la théorie de la valeur, l'explique très bien, c'est-à-dire il définit la valeur d'un bien économique, la valeur d'échange d'un bien économique par la quantité de travail nécessaire pour le produire. Donc il y a des petits malins, comme Charles Gaff, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais qui n'a pas lu Marx et qui se permet quand même de commenter Marx, qui dit, si aujourd'hui j'ai des ouvriers qui vont construire une charrette et qu'ils passent 10 000 heures à la construire, est-ce qu'elle va valoir autant qu'une Porsche? Non, mais c'est juste oublier que Marx a ajouté un mot à quantité de travail en disant quantité de travail socialement utile et socialement nécessaire. C'est un travail, et l'utilité d'un travail est déterminée par l'époque et par le niveau de maturité du mode de production. Or, le Bitcoin ne remplit aucune de ces cases-là, contrairement à l'or. Donc maintenant, on va aborder la question de l'histoire du Bitcoin en tant que tel, après avoir évoqué tout cela. Alors, qu'est-ce que tu aimerais mettre en avant pour étayer la thèse que le Bitcoin serait un instrument du système en réalité, contrairement à ce que beaucoup disent? Alors, je vais parler précisément du Bitcoin et après je ferai peut-être un aller-retour sur la cryptographie. Mmh. Le Bitcoin, je l'avais dit dans notre première émission, est arrivé à un moment où les peuples étaient fortement en colère contre, on va dire, l'oligarchie financière symbolisée par Wall Street et la City à la suite de la crise des subprimes de 2007-2008, où il y a eu le premier, on va dire, la première chute de la sphère économique basée sur la monnaie dette, l'argent dette, c'est-à-dire la création monétaire ex nihilo, débridée et non corrélée à la production de richesses tangibles et réelles. Donc, on retombe toujours un petit peu sur les mêmes sujets. Donc, à cette époque-là, on s'en souvient tous, il y a eu des discours, notamment le président Barack Obama avait été présenté comme le nouveau Roosevelt, voilà, on a vu ce que ça a donné, mais on était dans une atmosphère politique ou même en France, souvenez-vous avec l'affaire Kerviel et la Société Générale, il y avait une hostilité envers les banques, les banquiers, qui en gros, too big to fail, c'est en fait la consécration du principe du too big to fail, c'est-à-dire on sort du capitalisme traditionnel, puisque le capitalisme traditionnel, avant, c'était tu as mal géré, tu as plein de dettes, on te liquide et tu fais la place aux autres. Voilà, en gros, c'est ça. Et en réalité, la crise financière de 2008 a érigé les grands établissements bancaires en toute puissance politique par le principe du too big to fail. C'est vous avez mal géré, vous avez fraudé, vous avez manipulé et corrompu les politiques, mais c'est pas grave, on vous sauve quand même et c'est les peuples qui paient. Ça, c'est fondamental. Le Bitcoin émerge dans cette atmosphère politique. Historiquement, on explique que le Bitcoin est né le 31 octobre. Alors on a des dates précises, c'est toujours assez intéressant parce on est dans une légende bitcoinienne. Donc il émerge le 31 octobre 2009. Donc vous voyez, très peu de temps, en pleine crise financière en fait des subprimes. Satoshi, alors il aurait été créé par le messie de la crypto-monnaie qui est un nippon qui s'appellerait Satoshi Nakamoto. Alors on a sa date de naissance officielle, c'est le 5 avril 1975. C'est un développeur nippon qui écrit un anglais parfait et qui a fondé en même temps que ce système. Donc en fait c'est un système de blockchain. En fait, Ça aurait pu être le 1er avril, sa date de naissance. oui, je pense qu'au départ c'était le 1er avril. Après ils se sont dit bon ça va faire un petit peu trop tôt, on va décaler de quelques jours. Mais donc il a créé donc un système de paiement pair à pair, qui est une révolution technologique. C'est là où il faut toujours tempérer. Le Bitcoin est un système de paiement. Et moi, autant je conteste, attention, c'est pas que je conteste, c'est dans les faits, ce n'est pas une monnaie. Mais ce n'est pas du tout une révolution monétaire. Par contre, c'est une révolution technologique. Alors on le verra pour le meilleur ou pour le pire, ça c'est une autre question, mais c'est une révolution technologique que personne ne peut contester et nier. Ce système permet de procéder à des transactions sans passer par un intermédiaire, en gros, par l'intermédiaire du système de la blockchain, c'est-à-dire de la chaîne de blocs, qui est
en gros une base de données qui sécurise la donnée par un système de chaîne de blocs avec le procédé, justement, on a parlé du minage, qui vise à sécuriser la transaction et la rendre inviolable et, comment dire, on peut pas la changer. C'est-à-dire, elle est figée dans le temps, entre guillemets. Ça, on y reviendra plus tard. Et la première notion importante, c'est la blockchain, c'est-à-dire en fait l'émergence de la blockchain sur le devant de la scène. Donc les bitcoiners évidemment expliquent que c'est une blockchain décentralisée. Alors dans son mécanisme, c'est vrai, mais en fait dans la finalité sur la monnaie, on va en reparler, c'est complètement autre chose. Et il y a aussi l'émergence du token. Donc le token, en réalité, c'est un actif. Tu t'avais parlé d'actif numérique, mais c'est un procédé de sécurisation de la donnée et qui permet justement d'échanger sur la blockchain. Et ce token, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, donc, a été créé par cet individu, donc Satoshi Nakamoto. Alors déjà, si vous reprenez les initiales de Satoshi Nakamoto, Nakamoto Satoshi, bon, c'est NS et Satoshi, ça ressemble à NSA. Bon, ça vaut pas grand-chose en termes de faits. Mais la problématique, c'est que le Bitcoin s'est construit sur une légende qui est totalement magique. C'est-à-dire pour croire à Satoshi, c'est beaucoup plus intelligent de croire que le Bitcoin a été créé, je sais pas, si de dire, enfin c'est pas que c'est intelligent, mais je veux dire c'est comment dire, certainement plus véridique de croire que ce sont des agences de renseignement derrière qu'un japonais comme ça qui émerge et qui abandonne sa création à la fin de l'année 2010. Alors je vais revenir sur Satoshi Nakamoto. En même temps que cette invention, il y a beaucoup de prétendants aujourd'hui qui se revendiquent comme étant Satoshi Nakamoto. Il y en a même un qui est poursuivi actuellement. Ouais, alors je vais revenir. Moi, je vais dire ce que je pense. Déjà, en fait, le Bitcoin a repris l'idée du BitGold de Nick Szabo. Donc c'est pareil, Nick Szabo, il a été connu pour faire des lapsus. J'ai inventé le Bitcoin, voilà. Nick Szabo, c'est un développeur américain d'origine hongroise ou tchèque, je sais plus. Personnellement, je pense que, alors Nick Szabo avait créé le BitGold, voilà. Donc quand on voit ce qu'est devenu le Bitcoin, c'est-à-dire l'or numérique 2.0, on voit que l'idée du Bitcoin était déjà dans le projet du BitGold de Nick Szabo, mais qui n'avait pas été comment dire, adopté même par les développeurs, il n'y avait pas une recherche importante. En fait, l'invention de Satoshi Nakamoto, c'est aussi d'avoir couplé à son invention technologique un forum de développement qui s'appelle le Bitcoin Talk, où en fait plein de développeurs, une multitude de développeurs pouvaient aider Satoshi. Enfin, ça, je vous dis ça, je reprends la légende. Aider Satoshi à développer cet outil. Et ce qui est vrai, puisqu'il y a une grande partie de cypherpunk qui ont aidé à élaborer un outil même si, entre guillemets, il ne maîtrisait pas les tenants et forcément les aboutissants. Il y a réellement des gens de bonne volonté qui se sont mis dans le développement du Bitcoin. Le Bitcoin avait aussi repris une initiative d'un Chinois, c'était juste avant Nick Szabo, et en réalité, en fait, toutes ces inventions reprenaient les critères d'une brochure de la NSA qui avait été publiée dans les années 90. C'était How to Make a Mine, The Electronic Cash System. Et dans cette publication que vous pouvez retrouver sur Internet, il y a toutes les fonctionnalités, la sécurisation des transactions, le cryptage, toute l'infrastructure du Bitcoin est détaillée, l'essentiel est détaillé dans ce document élaboré par le bureau de la technologie de la NSA, qui est un bureau en gros du département de la défense américain et qui a toujours travaillé sur la technologie de la cryptographie. Alors la cryptographie, pour que les gens ne se perdent pas, la cryptographie a toujours existé. C'est-à-dire en fait c'est le codage de messages. Même dans l'Antiquité, vous avez une histoire de la cryptographie. Là, on parle de la cryptographie électronique. La cryptographie électronique a émergé presque concomitamment avec l'essor d'Internet. En fait, tout de suite, avec Internet, des gens se sont posé la question comment on pouvait s'envoyer des messages de manière sécurisée et les rendre inviolables et voilà, protéger, sécuriser les données en fait, voilà.
Après, le respect de la vie privée, le respect de la vie privée, de la transmission des informations, c'est développé à côté. Mais dans un premier temps, évidemment, ce sont les agences de renseignement et les renseignements militaires qui utilisaient cette technologie. Donc, en fait, l'émergence de la technologie de la cryptographie a émergé tout de suite. Et pour le Bitcoin, en fait, on le voit, il y a toute une littérature qui est liée à la NSA. Et vraisemblablement, alors maintenant, même les bitcoiners, parce que les bitcoiners, une partie d'entre eux se réveillent un petit peu, il y a la thèse que ce serait un développeur de la NSA qui aurait, parce qu'en fait, le bitcoin ressemble à un projet qui a été travaillé dans les bureaux de la NSA. Ça a même été révélé par Edward Snowden dans des publications de 2013. Les gens peuvent revoir. Il y a aussi un article de 2018 des Échos où ils retrouveront toutes les sources. Et en fait, beaucoup de bitcoiners pensent, alors qu'ils sont favorables au Bitcoin, pensent que c'est une fuite de laboratoire. Alors on est toujours dans la fuite de laboratoire. Une fuite de laboratoire de la National Security Agency, où en fait c'est un cypherpunk qui aurait repris cette infrastructure de cet outil et qui l'aurait mis sur la place publique, en gros, pour le bien-être de l'humanité et faire en sorte de créer un monde de l'internet libre, parce qu'en fait c'est ça au départ le Bitcoin, c'est essayer de faire des transactions numériques sécurisées dans l'internet, voilà. Et donc pour revenir à Satoshi Nakamoto, il est actif presque moins de 3 ans. Il fait émerger le Bitcoin en 2009 et il met son dernier message sur le Bitcoin Talk à la fin de l'automne 2010. Après, il transmet le bébé à un certain Gavin Anderson, qui est pareil un développeur, un informaticien et un mathématicien de talent, qui est lié, il faut le dire, aux universités de l'Ivy League. Il est de Princeton. Et dans un message étrange de 2011, alors ça, vous pouvez tout retrouver, hein. C'est documenté, alors c'est documenté dans mes livres, mais c'est aussi documenté sur Internet. Il met dans un message sur Twitter, il faut aussi expliquer que le Bitcoin est aussi très lié à Twitter. Tous les Bitcoiners sont très présents sur Twitter, qui est devenu X maintenant. Et il met dans un message de 2011 qui va présenter le projet Bitcoin à la CIA. Ouais, vous pouvez retrouver le tweet. C'est-à-dire, il a été présenté. Alors après, Gavin Anderson quittera le Bitcoin, euh, on va dire, dont le consensus est le plus majoritairement, ouais, ça n'existe pas, mais le consensus est le plus majoritairement utilisé pour aller vers le Bitcoin Cash, parce qu'en fait, il y a un fork, c'est-à-dire une cassure dans la blockchain, et le consensus principal ne reconnaîtra pas ce nouveau Bitcoin. Voilà, c'est un peu les difficultés. Et après, en réalité, le Bitcoin va muter jusqu'à venir s'imposer. Alors, les banques c'est là que ça devient intéressant. Les banques centrales communiquent sur le Bitcoin dès 2011. La Banque des règlements internationaux communique sur le Bitcoin, qui est, selon la légende, en 2011, un outil qui a permis d'acheter 3 pizzas aux États-Unis par Kevin et Michael, qui se sont échangés 3 bitcoins contre une pizza. La Banque des règlements internationaux, alors maintenant c'est plus disponible sur son site, mais dès 2011, elle fournit un rapport où elle écrit que le Bitcoin est intéressant et qu'il peut constituer une menace. Voilà, donc ça c'est la première chose. Et dans un deuxième temps, la Banque centrale européenne, vous pouvez aller sur le site, élabore un rapport en novembre 2012, donc là on est un an après, qui reprend tous les argumentaires, évidemment anti-Bitcoin, en expliquant que oui, le Bitcoin permet des transactions de pair à pair, donc sans intermédiaire, que c'est intéressant, mais que ça peut financer le terrorisme et tout ça. Pour faire très simple, on l'a vu, en fait, les banques, alors la première médiatisation du Bitcoin, c'est 2012. En France, même en France. Moi, je connais le Bitcoin depuis 2012. Alors évidemment, les Bitcoiners vont dire, ah bah il aurait investi dans le Bitcoin, il serait millionnaire ou voilà. Mais en fait, ça, j'ai parlé de la crématistique. On serait pas en train de faire des vidéos YouTube. C'est ça. Mais en tout cas, on le fait sur ma yacht. Alors, voilà, mais on serait à Dubaï, voilà. Mais c'est pas forcément mon projet de vie. Et bon, j'ai exposé la crématistique. Voilà, dès le départ, pour moi, le Bitcoin était vicié. Mais en tout cas, les grands journaux, là, je vais m'inscrire dans le narratif. Dès le départ, les grands journaux font la promotion du Bitcoin. Vous retrouverez des articles du Monde en 2012, en 2013. Cette monnaie qui émerge d'Internet, la nouvelle monnaie virtuelle. Et
ça, c'est fondamental puisqu'en fait, le narratif s'est construit sur une opposition au Bitcoin. En gros, la thèse actuelle, si on parle de la psychologie des élites, souvent pour imposer des mesures, elle qui contrôle la thèse fabrique l'antithèse, et après elle contrôle la synthèse. Pour que les gens comprennent, c'est la thèse, ce sont les monnaies fiat actuelles. Tu as fait des entretiens avec Anis Lajnef, qui est pour moi l'un des meilleurs spécialistes sur la compréhension de l'argent dette. La thèse, c'est la monnaie fiat, l'argent dette. L'antithèse, c'est le Bitcoin, c'est-à-dire la monnaie numérique 2.0 qui doit détruire et combattre l'argent dette. Et la synthèse, c'est les monnaies numériques de banque centrale qui alliera le pire ou le meilleur des deux systèmes. Et justement, dans cette équation, personne ne part de l'or et l'argent. Voilà. Donc, qui sont les vraies monnaies historiques depuis plus de 2000 ans. Voilà. Donc ça c'est fondamental de le comprendre, puisqu'en fait, il va y avoir... C'est très subtil ce que tu dis, à tel point que j'aimerais le reformuler afin de marquer l'esprit des gens par rapport à ce que tu as dit. Il y a 2 éléments que tu as dit extrêmement intéressants. Le premier, c'est que quand le système veut que vous fassiez quelque chose, eh ben, il vous dit surtout ne le faites pas. Donc c'est le meilleur moyen d'obtenir le résultat voulu. Parce que les gens, voilà, par rébellion, vont faire le contraire et c'est ce que veut en réalité le système. Et puis le deuxième élément, c'est que l'État veut que les gens aillent vers les crypto-monnaies, non pas pour sauver la monnaie fiat, parce que le système sait très bien qu'elle est condamnée à mort, mais en fait pour enclencher une forme de dialectique afin d'aboutir à une synthèse qui est le dépassement des deux, et la mort des crypto-monnaies et la mort de la monnaie fiat, pour aboutir à une monnaie centrale digitale contrôlée directement par la banque centrale, et c'est ce dont on va parler par la suite. Donc voilà, c'était juste pour récapituler, afin que les gens gardent ce raisonnement-là. C'est parfait, c'est parfaitement illustré. Et si bien que dès le départ, on va voir des gens comme Jamie Dimon, vous savez, le PDG de la grande banque JP Morgan, déclarer leur hostilité flagrante et explicite. I've always been deeply opposed to crypto, Bitcoin, etc. You pointed out the only true use case for it is criminals, drug traffickers, anti-money laundering, tax avoidance, and that is a use case. Because it is somewhat anonymous, not fully, and because you can move money instantaneously, and because it doesn't go through, as you mentioned, all these systems have built up over many years, know your customer, sanctions, OFAC, they can get bypass all of that. If I was the government, I'd close it down. Sur le Bitcoin, c'est-à-dire dès 2014-2015, on nous explique que le Bitcoin finance le terrorisme, est une monnaie opaque qui vise blanchiment d'argent, qui vise le blanchiment d'argent. Donc ce qui est d'ailleurs très drôle pour le cas de JP Morgan, puisqu'en fait le blanchiment d'argent se fait par les grandes banques. Mais et ça c'est fondamental de le comprendre. Et comme tu l'as dit, donc des masses vont au départ le Bitcoin, pour que les gens comprennent, en 2011. J'ai parlé de l'écosystème, il y a eu des mouvements comme Occupy Wall Street, vous savez, et d'ailleurs Graeber était partie prenante dans ce genre de mouvement aux États-Unis. Il y a eu une hostilité envers les banques. Le Bitcoin arrive et le Bitcoin se construit avec un narratif d'hostilité à Wall Street. Moi, je me souviens très bien quand je me suis intéressé au Bitcoin en 2012, on m'expliquait que le Bitcoin allait détruire les banques commerciales. C'est-à-dire les banques commerciales et les banques centrales. Alors maintenant, en 2024, on rigole un petit peu, mais on nous expliquait que la révolution monétaire Bitcoin allait détruire Wall Street et la City. Donc maintenant, quand vous voyez qui investit et qui porte le Bitcoin, c'est assez drôle. Mais vous avez des grands PDG. Et comme tu l'as dit, il est intéressant de voir ce que disaient les élites à l'époque, ce qu'elles exprimaient dans leur voilà, même Christine Lagarde s'est positionnée en tant que directrice du Fonds monétaire international assez tôt sur le Bitcoin en disant qu'il était condamné à mort, qu'il n'avait aucune espérance de vie à long terme. Tout de suite, ils ont fortement communiqué sur cet outil-là. Alors que quand on observait les flux d'investissement dans la DeFi, c'est-à-dire dans l'écosystème autour du Bitcoin, la DeFi n'est pas le Bitcoin, mais en réalité, les crypto-monnaies se sont greffées sur l'émergence du roi Bitcoin pour développer tout un écosystème technologique qui est la crypto-monnaie au sens large, Terra Luna, XRP Ripple, après on peut en sauter Ethereum, on pourrait en sauter Et puis il y a des mornées, des crypto-monnaies qui sont mortes. Voilà, c'est un environnement très technologique, très volatile, un peu à l'image des startups. Et d'ailleurs, alors je ne sais pas si on peut en parler, mais il y a une logique triangulaire où effectivement aucune crypto-monnaie ne peut réunir les 3 qualités en même temps. Elle ne peut réunir que 2 des 3.
Donc il y a la décentralisation, puis il y a, alors j'ai oublié, enfin j'avais travaillé là-dessus il y a longtemps. Et en plus, les crypto-monnaies, comme tu l'as dit, par exemple, Ethereum, en fait, c'est davantage une fonction d'usage et il y a un préminage. Parce que j'ai pas détaillé le Bitcoin, j'ai pas fini de détailler le Bitcoin. Mais le Bitcoin, la grande valeur du Bitcoin selon les Bitcoiners, c'est qu'il n'y a pas eu de préminage, et qu'il n'y en existe que Oui. 21 millions. Voilà. Sauf que Satoshi Nakamoto en détient un 21e. C'est-à-dire, il détient plus d'1 million de Bitcoin. Donc évidemment, comme il a quitté de manière totalement désintéressée le projet Bitcoin, ils ne bougeront jamais ces fameux Bitcoins. En plus, il y en a qui ont été perdus. Voilà, il y a des gens qui ont perdu leur clé privée. Donc les Bitcoiners expliquent que voilà, c'est pour ça que c'est comme l'or. C'est comme l'or, mais en mieux, puisque c'est beaucoup plus facile. On peut traverser des frontières très très facilement. Et justement, c'est une grande faille du Bitcoin, puisque vous avez un créateur qui est inconnu, qui détient un 21e Du stock potentiel. du stock de Bitcoin. Et ça, la valeur des 60 000 $, si un jour le Bitcoin bouge, la valeur sera de zéro. Si alors les Satoshi, c'est-à-dire les Bitcoins détenus par la wallet de Satoshi Nakamoto bouge, le Bitcoin, sa valeur sera réduite à zéro. Il restera la technologie de système de paiement, mais en termes de réserve de valeur, tu avais parlé de réserve de valeur en introduction, on retournera à ce qu'il est Mais réellement, c'est-à-dire, zéro. j'ai pas compris cet aspect-là. Donc, il y a 1 million de bitcoins qui sont hors circuit, enfin, qui ne bougent pas, qui ne sont ni mis en vente, voilà, ni mis en vente, ni mis à l'achat, etc. Alors, en quoi leur réapparition pourrait provoquer l'effondrement du bitcoin? Vu qu'ils ne représentent qu'un Parce qu'en fait, 21e, le c'est pas la Bitcoin, moitié, c'est pas. oui. Ah, mais un 21e, c'est quand même colossal. Et c'est comme si quelqu'un détenait un 21e des stocks d'or. Oui. Voilà, même si c'est infaisable dans l'humanité. Mais en fait, alors déjà, la valeur, les gens vont peut-être pas trop comprendre, mais la valeur du Bitcoin, qui est à 60 000 $, pour faire simple, il n'est pas encore à 60 000 $, elle a cette valeur-là aussi parce que les Satoshi n'ont pas bougé. C'est-à-dire, vous avez 1 million, un 21e des bitcoins qui ne bougent pas et qui ne sont pas vendus. Donc, vous savez, les bitcoins maximalistes, ils achètent du bitcoin et ils n'y touchent jamais jusqu'à que le bitcoin ait une valeur proche de 1 million, 1 milliard. Déjà, le fait que ça ne bouge pas, comme c'est une loi mathématique, le fait que ça ne bouge pas, ça garantit, quoi qu'il arrive, une certaine valeur au bitcoin. Du moment que les Satoshi ne bougent pas, si le Bitcoin, je vous dis n'importe quoi, monte à 200 000 $ et qu'après, il y a BlackRock qui vend tous les Bitcoins. Alors BlackRock, en fait, ils en avaient déjà avant même l'opération ETF. BlackRock investit sur le Bitcoin et même JP Morgan par des manières dérivées, notamment les mineurs, depuis 2016, au moins 2015-2016. Mais par exemple, si vous avez les grosses whales qui sont identifiées, comme Binance, vous savez, les grosses plateformes qui permettent les transactions, qui achètent du Bitcoin. Si demain, elles vendent toutes leurs Bitcoins, le prix du Bitcoin ne pourra pas aller à zéro, puisque vous avez un 21e des Bitcoins qui ne bouge pas. Donc, ça garantit, quoi qu'il arrive, une valeur financière au Bitcoin. Par contre, demain, si Satoshi touche à ces bitcoins, alors déjà, ce sera pas le cypherpunk désintéressé qu'on nous avait promis, voilà. Et puis pourquoi il touche à ces bitcoins? Du coup, il veut devenir millionnaire, voilà. Alors qu'il avait légué un produit technologique à l'humanité. Donc déjà, ça change la légende Bitcoin. Et en plus, ça permettra quand même de tracer d'où viennent la transaction. Parce qu'il faut le rappeler, le Bitcoin n'est pas anonyme. Le Bitcoin est pseudonyme. C'est-à-dire, en fait, toutes les transactions sont traçables et on peut retrouver qui a fait quoi comme transaction. À l'inverse de Monero, qui est une crypto-monnaie qui anonymise un peu plus les transactions. Mais en réalité, il y a des bugs aussi. Il y a un grand bug avec Monero en 2021 qui a révélé des centaines de milliers de transactions. Donc le Bitcoin est traçable. C'est pour ça qu'il a une des premières caractéristiques des monnaies numériques de banque centrale, c'est la traçabilité des transactions. Et qu'on puisse consulter le grand livre ouvert et le grand livre partagé, le Bitcoin a cette particularité. D'accord, si tu permets, juste pour que les gens comprennent bien cette affaire de 1 million de Bitcoin. Donc, si j'ai bien compris, il y a 2 éléments en moins. Le premier, c'est que le 1 million de Bitcoin détenus par Satoshi joue le rôle ou la fonction de base de réserve.
C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, C'est ça. effondrement, pas effondrement, il y a toujours 1 million de bitcoins qui sont détenus, qui ne sont pas mis en vente et qui font que ça n'atteindra jamais zéro. Le deuxième élément, c'est qu'une grande quantité des bitcoins qui ont été générés par minage ne bougent pas, ce qui offre une forme de base et de stabilité. Mais ce qui explique la volatilité du bitcoin, la volatilité du prix du bitcoin, c'est le flottant, la partie des bitcoins qui sont vendus, achetés, vendus, achetés, vendus, achetés, et qui est minoritaire par rapport au stock qui ne bouge pas. Parce que la plupart des gens fanatiques du bitcoin l'achètent, comme tu l'as expliqué, pour ne pas le revendre. Mais si jamais on se retrouve avec 1 million de bitcoins qui rentrent brutalement sur le marché, eh ben, le flottant qui détermine le cours du bitcoin eh ben, va tout simplement exploser à la baisse. Si jamais il y a on met en vente 1 million de bitcoins, provoquant un effondrement qui n'aura pas de parachute parce qu'il n'y aura plus le 1 million qui va retenir à la base puisqu'il est mis en vente. Bon, il y aura les bitcoins détenus par les autres qui ne vont pas bouger, mais ça ne va peut-être pas suffire pour garder une crédibilité et une stabilité au bitcoin. C'est ça. Et c'est intéressant puisque en 2021, il n'y avait pas que Satoshi qui avait des bitcoins qui n'avaient jamais bougé. En 2000, c'est ce qu'on appelle les whales. Et vous avez Satoshi, donc les baleines en bon français. Vous avez les gros détenteurs de bitcoin et vous avez des comptes, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui se cache derrière les comptes. Vous aviez des comptes de baleines avec beaucoup de bitcoin qui, depuis la création ou leur entrée du bitcoin en 2010-2011, avaient stocké des bitcoins et n'y avaient pas touché. Et 10 ans après, vous avez des comptes de baleines qui ont commencé à bouger. Donc ça a un peu alerté certains bitcoiners maximalistes puisqu'ils se sont dit il y a des gens qui commencent à toucher alors qu'on pensait qu'ils seraient inactifs ad vitam aeternam et qu'ils garantiraient, tu l'as très bien dit, un espèce de stock de réserve. Alors pour préciser, parce qu'on va se faire attaquer, de toute façon on va forcément se faire attaquer dans les commentaires, les 21 millions de bitcoins ne sont pas encore créés. Il y a, je vous dis n'importe quoi, je crois qu'il y a à peu près 18 ou 19 millions de bitcoins créés et vous avez donc le hash rate, en fait, les mineurs quand ils procèdent à leur opération de minage, c'est-à-dire à la validation des transactions, ils sont rétribués en bitcoin. Alors il y a un prix du bitcoin qui change et la rémunération est de plus en plus faible au fil du temps. Voilà. Et donc, en fait, les mineurs, d'ailleurs, en fait, quand vous étudiez le minage, vous apercevez que le système du minage, quoi qu'il arrive, dans la conception du Bitcoin, favorisera les grands acteurs. Puisqu'en fait, plus le temps passe, plus l'énergie coûte cher, en plus, plus l'électricité coûte cher. Alors d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu as dit, eux, ils se mettent aussi dans le narratif vert. C'est-à-dire, ils t'expliquent que l'électricité consommée par le minage n'est pas improductive, mon cher monsieur Hachachi, puisqu'en fait, on peut utiliser le minage pour prendre de l'électricité qui est produite en surcoût dans des infrastructures, par exemple dans les pays du tiers-monde. Attendez, non mais moi je me fais l'avocat du diable. Et ils expliquent que ça va dans le narratif vert, c'est-à-dire ça permet de mettre en place et d'alléger la production d'électricité dans des barrages. Voilà, je le dis parce qu'il y a les influenceurs du Bitcoin francophone qui sont très bons pour vous expliquer ça, qu'en fait le Bitcoin va sauver la planète et qui consomme de l'électricité mais qui met en place des outils à côté. Donc voilà, je réponds juste à cette question-là. Mais en fait, quand vous examinez la structuration du minage, vous vous apercevez tout simplement que, et c'est déjà le cas, en fait, la rétribution pour les mineurs, là, je crois que ça va se passer au mois d'avril. Elle va encore baisser. C'était, je vous dis n'importe quoi, 3 bitcoins, ou maintenant, ça va être 1,5, ou l'inverse, 6 bitcoins, ça va passer à 3. Donc, les gros acteurs vont être favorisés. Et justement, la décentralisation, tu as parlé de la décentralisation de la blockchain, vient du minage. On vous dit, il y en a 20% au Texas, 30% en Chine, 10% en Afrique du Sud. Donc on se dit, c'est pas possible d'interdire le Bitcoin puisque les mineurs sont disséminés partout dans la planète. Bon, c'est des arguments fallacieux, mais il faudrait faire une émission exprès pour démontrer que justement, c'est très facilement. D'ailleurs, la Chine montrait que quand elle voulait plus du minage, elle arrivait à le mettre en place. Et en fait, ce système-là, in fine, c'est-à-dire à la fin, favorisera les grandes boîtes de minage. C'est-à-dire, c'est exponentiel. Ça va favoriser la concentration
de la capacité, de la Donc le puissance de dernier calcul. million de bitcoin les- qui va être généré, je sais pas, dans 30 ou 40 ans, ne pourra être fait, vu sa rentabilité extrêmement faible, que par de grandes structures voilà, qui auront le monopole des derniers millions de bitcoin qui Voilà, vont être générés. exactement, c'est exactement ça. Et en plus, on est quand même dans une perspective mondiale où le coût de l'énergie Mhm. électrique va s'envoler. Donc en fait, vous avez deux facteurs qui font que quoi qu'il arrive, ce seront les grands acteurs qui seront favorisés. Et je vais rien apprendre aux bitcoiners sérieux. Alors vous avez ce qu'on appelle le Bitcoin Mining Council, c'est-à-dire le conseil des grandes entreprises de minage de Bitcoin, qui finance et investit dans les entreprises composant le Bitcoin Mining Council depuis au moins 2016-2017, c'est BlackRock. Voilà. Donc en fait, BlackRock, avant même d'avoir créé un ETF spot, avait déjà mis en place des politiques d'investissement sur ces acteurs, puisqu'ils ont compris que la concentration viendrait Ouais. d'abord du minage. Et c'est pour ça que la décentralisation du réseau, bon, je vais pas faire l'émission là-dessus, mais c'est une vaste blague, puisque in fine, elle sera mangée par les entreprises qui minent. Voilà. Donc, donc pour faire un peu le lien avec ce qui arrive, c'est que avec ce qui arrive avec l'instauration des monnaies numériques de banque centrale, c'est que au fur et à mesure, on a expliqué aux gens que le Bitcoin était une menace pour les monnaies fiat et les monnaies de banque centrale. Je parle pas de monnaie numérique. Donc, les banques centrales ont élaboré un narratif expliquant que le Bitcoin les menaçait, les crypto-monnaies les menaçaient. Il n'y a rien qu'à voir l'actualité économico-financière des États-Unis, plus celle de la Banque centrale européenne. Et depuis 2017-2018, les banques centrales ont accéléré leur travail d'élaboration d'un nouvel outil qui serait une monnaie numérique programmable, une monnaie numérique de banque centrale, pour contrer justement le succès. Alors je mets un succès entre guillemets, puisqu'en réalité, dans les pays développés, pour que les gens comprennent bien, l'usage de crypto-monnaies, je parle même pas de Bitcoin, je parle l'usage de crypto-monnaies dans des pays développés, donc la France, l'Allemagne, les États-Unis étant le premier pays, ne dépasse pas 10%. Enfin, des gens qui sont en capacité d'avoir des crypto-monnaies, ça ne dépasse pas 10% pour les pays développés. Donc, quand je vous dis pays développés, bon, je parle développé, ça veut plus rien dire maintenant pays développé, mais pour les gens, en tout cas pays développés en termes de transactions financières, ça ne dépasse pas 10%. Et donc, et là, je vous parle de moins de 10 pays. Donc, au niveau mondial, les monnaies numériques de banque, les crypto-monnaies sont un épiphénomène. Ça n'a pas empêché pourtant l'ensemble des banques centrales du monde, et ça ne concerne pas que l'Occident, de s'emparer de cette problématique Bitcoin, c'est-à-dire attention, le Bitcoin va tous nous détruire, pour créer un nouvel outil se basant sur la blockchain et le plus important sur la tokenisation. On en reviendra en fin d'émission, pour nous imposer un narratif du attention, nous travaillons à un euro digital, nous travaillons à un dirham digital, nous travaillons à un dollar digital, sachant que les deux pays, après on va en reparler plus en détail, mais les deux pays qui sont le plus avancés sur l'instauration des monnaies numériques des banques centrales, c'est évidemment la Chine, par le biais du yuan numérique, mais un pays dont personne ne parle et qui a pourtant réalisé la première transaction de gros, j'y reviendrai après, la transaction internationale en monnaie numérique programmable, c'est évidemment le pays des pays en matière financière, c'est la Grande-Bretagne. La Banque d'Angleterre, contrairement au narratif c'est pour ça, c'est là où on voit qu'il y a un discours officiel et un discours officieux. Les lords sont contre l'instauration d'une livre numérique. Et en réalité, la Banque d'Angleterre, le 15 décembre 2023, a été la première grande banque centrale à opérer une transaction commerciale de gros en monnaie numérique programmable. Et c'est fondamental puisqu'en fait, on voit que tout le narratif Bitcoin, in fine, a servi à imposer un narratif, alors qui peine, hein. On y reviendra peut-être après, mais là, chez nous, il est en train l'euro numérique est fortement ralenti, mais in fine, le Bitcoin, et je vais finir là-dessus, sert à deux choses pour l'oligarchie, parce que c'est ma thèse, donc je vais me permettre de donner les deux arguments. L'oligarchie se sert du Bitcoin pour deux choses. On en a parlé. La première, c'est une pompe à liquidité. Tu l'as très bien dit. T'as précisé ce que je voulais dire. En fait, ça sert à
orienter les gens vers autre chose que des biens tangibles. Je vais même pas parler d'or et d'argent. On pourrait parler de terres agricoles, de forêts, d'immobilier. Quand vous mettez 60 000 euros pour un bitcoin, vous achetez pas un appartement. Vous voyez ce que en France, il y a des appartements à 60 000 euros. Voilà. Dans les provinces, en province, reculé, voilà, dans les petites villes. Donc, c'est d'abord une pompe à liquidité qui a très très bien marché. C'est la pompe à liquidité c'est pour moi l'opération pompe à liquidité qui connaît un succès extraordinaire. Et la deuxième caractéristique, c'est pour faire le lien avec la NSA, avec la National Security Agency, c'est que c'est un pot de miel, un honeypot en anglais, c'est-à-dire qu'en fait, ça sert à surveiller les gens qui utilisent le Bitcoin. Qui, quoi? Alors les terroristes, je vais le dire clairement, ce qu'on appelle les terroristes, parce que c'est un vaste mot, les terroristes même par les services de renseignement, manipulés par les services de renseignement, ont utilisé le Bitcoin jusqu'en 2014-2015. Et très vite, le Bitcoin a été mis de côté puisqu'ils ont soit ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait assez peu. Voilà. Et ce que je vous dis, parce qu'il faut sourcer un minimum, ça, ce sont les révélations d'Edward Snowden de 2013. Vous pouvez retrouver un article des Échos qui parle de l'opération, c'est Monkey Rocket ou Money Rocket. Et en fait, ça explique que les utilisateurs du Bitcoin sont ciblés par la NSA. Alors, Snowden explique depuis 2012-2013. Vous voyez, on n'est pas loin du tout de l'émergence officielle de 2011 du Bitcoin. Et en fait, on ne sait pas comment fait la NSA pour espionner les utilisateurs. Voilà. Elle les espionne, mais on ne sait pas comment elle le fait. Snowden, qui n'est pas un anti-Bitcoin, je vais être honnête, a quand même de nombreuses fois évoqué le problème de la non-anonymisation des transactions Bitcoin et a dit qu'il fallait quand même s'en méfier et qu'il fallait travailler sur d'autres outils. Alors, il avait notamment parlé de Monero à l'époque. Après, il a parlé d'autres choses, hein, parce qu'il il est investi dans une crypto-monnaie particulière. Mais puis Snowden, c'est pas l'alpha et l'oméga du résistant, voilà, à la classe oligarchique, puisqu'en fait, on est toujours tous tenus par des biais cognitifs ou notre propre expérience personnelle. Voilà. Donc, c'est ce qui est fondamental, c'est que quoi qu'il arrive, actuellement, les services de renseignement cèdent du Bitcoin pour obtenir certaines informations. Voilà. Après, l'histoire du Bitcoin, le fait qu'il est très très lié à la NSA, et je vais finir là-dessus pour peut-être après si on veut évoquer les monnaies numériques de banque centrale. Le Bitcoin aux États-Unis, malgré l'hostilité des grandes banques de Wall Street, n'a jamais été combattu. Il n'y a pas eu d'interdiction du minage. Là, même actuellement, il faut dire la vérité, le dollar digital est l'une des monnaies numériques programmables les plus en retard. C'est-à-dire par rapport aux autres grands pays, ce sont les États-Unis qui sont le plus en retard, mais ça peut peut-être s'expliquer par le fait qu'ils ont un outil qui s'appelle le Bitcoin et les stablecoins, vous savez l'USDT, tout ça, qui aident le dollar à résister au mouvement de dédollarisation enclenché massivement, notamment depuis 2022, mais en réalité par les Russes depuis 2016-2017, où ils se sont débarrassés de leur stock de dollars. C'est Donc un vrai ça, sujet, c'est mais fondamental. Le qui mérite Bitcoin, voilà, un entretien à part. Pour la... voilà, ça mérite. Et en plus, on le voit, il y a des politiques de haut niveau, pour parler de DeSantis ou du neveu Kennedy, Robert Kennedy Jr., qui ne sont pas du tout hostiles au Bitcoin et qui ont un certain soutien, même de l'État profond, parce que pour faire de la politique à haut niveau aux États-Unis, vous êtes obligé de vous adosser au moins à des grands organismes qui ont une capacité financière assez importante, au moins pour qu'on parle de vous. Voilà, je vous dis pas qu'ils vont gagner les élections. Bon, DeSantis déjà s'est retiré par rapport à Trump, mais il n'y a pas une grande hostilité au Bitcoin aussi certainement parce que il y a des gens qui savent que le Bitcoin au moins, je dis au moins, sert certains intérêts US. Voilà. Donc c'était pour faire la conclusion. C'est parfait. Donc là, on va entamer le passage à la synthèse que tu as évoqué tout à l'heure, les monnaies centrales numériques. Alors, pour les non-initiés dont je fais partie, alors moi, je connais l'aspect politique, etc. Mais c'est quoi une monnaie centrale numérique? Est-ce qu'il s'agit d'une crypto-monnaie? Est-ce qu'elle est générée de la même manière? Quelles sont ses qualités? Et quels sont les avantages du point de vue de l'élite que d'avoir une monnaie centrale numérique? Et puis on parlera du peuple. Quels sont les désavantages ou les inconvénients?
Alors, les monnaies numériques de banque centrale, il faut déjà faire une distinction. Vous avez deux caractéristiques qui peuvent se compléter, mais qui sont développées on va dire, côte à côte. Les monnaies numériques de banque centrale actuellement, le dollar digital, le rouble numérique, le yuan numérique, ont toutes développé la caractéristique wholesale CBDC, c'est-à-dire la monnaie numérique de gros. C'est-à-dire, je vais prendre le cas de la Russie puisque c'est le cas le plus important. Vous savez que la Russie a été, avec les sanctions russes, a été déconnectée du système de paiement et de transactions internationales qui était américain, enfin belge, mais pas américain, qui s'appelait SWIFT. Donc les Russes ont eu un intérêt, même s'ils avaient lancé le projet avant, ont eu un intérêt de développer leur monnaie numérique au niveau de la structuration. Bon, ils ont utilisé MIR, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va perdre les gens, mais en tout cas, dans la structuration de leur rouble et de leur système de paiement, de développer les caractéristiques d'une monnaie numérique émise par la Banque centrale pour effectuer des transactions internationales entre pays ou entre grandes institutions financières russes, chinoises, russes, iraniennes, russes ou des pays russes, Argentine, voilà. Donc, la monnaie numérique de banque centrale de gros, ce qu'on appelle de gros, qui ne sert, je précise bien, qu'aux grands acteurs de l'économie mondiale, les États, les grandes banques, les grandes institutions. Elle a un intérêt tout simplement puisque elle reprend les caractéristiques de la blockchain. Donc, il y a des transactions qui sont améliorées en termes de temps, en termes technologiques, en termes de coûts, même de traitement de l'information, parce que je l'ai rappelé brièvement, mais la blockchain, c'est avant tout une base de données, donc un système où vous avez une banque de données. Et par le système des chaînes de blocs, ça permet d'authentifier l'information ou d'authentifier la transaction de manière plus sécurisée et de manière plus simple. Voilà, pour résumer. Donc, un État comme la Russie, qui a développé le rouble numérique sur sa caractéristique prioritaire de gros, vous voyez, dans un cas géopolitique où il y a une grande hostilité du camp réputé le plus fort, on va dire l'Ouest, et ben là, le fait d'avoir anticipé et d'avoir élaboré un outil qui lui permet d'opérer des transactions, c'est déjà un avantage. Si tu permets, juste pour comprendre étape par étape, est-ce que le rouble numérique est comptabilisé dans la masse monétaire? C'est-à-dire, est-ce qu'il a comme contrepartie de l'économie réelle? Non. Là actuellement, non. Là actuellement, le rouble numérique. Et bon, ta question elle est très bonne, mais elle est même justement technique. Là, le rouble numérique, il a un support qui est technique. C'est-à-dire en fait, il est utilisé dans sa dimension de système de paiement. Et c'est pour ça que ta question est très bonne. Et c'est pour ça que j'ai en introduction sur le Bitcoin, moi je vous dis que le Bitcoin n'est pas une monnaie. Par contre, c'est un système de paiement révolutionnaire. Voilà. Donc là, pour prendre le cas du rouble numérique, actuellement, et d'ailleurs c'est un cas d'école le rouble numérique. Actuellement, le rouble numérique a été testé. Alors, c'est des tests, hein, c'est-à-dire ce n'est pas une réalité de transaction. Il a été testé entre des institutions chinoises et des institutions russes, en gros des institutions amies, voilà. Et en test, il est utilisé en tant que système de paiement. Qui implique, voilà. Donc ça, c'est la première chose. D'un côté, il faut qu'il y ait de vrais roubles pour pouvoir utiliser le rouble numérique comme moyen de transaction et de virement, etc. entre structures. Voilà. D'accord. Mais est-ce que c'est la même chose quand on parle de l'euro numérique ou du dollar numérique? Est-ce que c'est la même logique ou est-ce qu'on veut créer une monnaie numérique? Là, alors, en fait, c'est justement pour ça que je dissocie les deux, puisqu'en fait, dans la monnaie numérique programmable et centrale, vous avez l'autre pendant qui s'appelle le retail CBDC, c'est-à-dire d'imposer une monnaie de détail, et donc là, on y arrive, à l'ensemble de la population. Voilà. Donc, cette monnaie numérique de détail va être corrélée évidemment à une création monétaire qui est du même mécanisme que la création monétaire ex nihilo fiat. Donc là, pour prendre juste le cas des Russes, après je vais pas parler que du rouble numérique, puisqu'en plus c'est pas la monnaie la plus avancée. La monnaie la plus avancée en termes techniques, c'est le yuan numérique. Donc le rouble numérique, par exemple, là actuellement, c'est là où certains peuvent se poser des questions. Mais en fait, après je vais expliquer pourquoi je donne cette analyse.
les Russes actuellement essayent d'adopter un appareil législatif pour intégrer la monnaie numérique de détail, c'est-à-dire le rouble numérique, dans leur corps législatif, pour faire en sorte que le rouble numérique soit un rouble numérique égale un rouble actuel. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas encore le cas. Là, actuellement, alors la dernière fois que je me suis intéressé au rouble, c'était il y a 3 semaines, un mois. Actuellement, la Douma travaille à élaborer les textes législatifs et à même intégrer la notion de rouble numérique dans le système fiscal russe. C'est-à-dire, donc, in fine, la monnaie de détail, a priori, va s'imposer aux populations. Voilà, parce que sinon, il y aurait pas un encadrement législatif de cette manière. Et d'ailleurs, nous, dans l'Union européenne, je fais un lien, l'Union européenne, ce qui est visé, c'est les deux. C'est-à-dire, les Russes au départ, c'était beaucoup moins clair. Les Russes au départ parlaient de monnaie numérique de gros. C'est-à-dire, nous, ce qu'on veut, c'est surtout un système de paiement entre États pour justement ne plus être dépendant des systèmes de paiement occidentaux. Pour l'euro numérique, voilà, le projet, même si on nous fait croire dans le narratif qu'il est en élaboration, dès le départ, c'était une monnaie numérique de gros et de détail qui doit s'imposer à la population et qui a un équivalent dans la masse monétaire, un rouble numérique égale 1 euro. Parce qu'évidemment, les gens, pour éviter l'hostilité, on explique que le rouble numérique va venir en complément de la monnaie existante, qu'il ne va pas remplacer le cash. Et on fera le lien avec les espèces. Donc, les deux caractéristiques, en fait, je fais la différence pour que les gens comprennent bien. C'est pas parce que on vous parle de monnaie numérique que la monnaie numérique va tout de suite s'imposer aux populations. Et ça, il faut le comprendre. Pour avoir une monnaie numérique de détail, vous êtes obligé de construire une monnaie numérique de gros. Donc la première étape, vous êtes obligé de la réaliser. Par contre, il est possible, après c'est des considérations politiques, il est possible qu'un État fasse le choix de dire nous restons aux monnaies numériques de gros et nous ne voyons pas l'intérêt de l'imposer aux populations. Et c'est là où je vais émettre une réserve, parce que je sais que maintenant il y a beaucoup de débats sur Poutine va-t-il nous sauver, ou est-il le diable qui travaille avec l'oligarchie. Moi, je pense qu'il faut mettre de la nuance dans toutes les analyses. Évidemment, je sais qu'ici il y a de la nuance dans toutes les analyses et même ailleurs, même ceux des fois qui sont contre Poutine, je lis les deux, donc moi je m'intéresse à tous les avis. Mais sur le cas des monnaies numériques de banque centrale, la question qui se pose, alors moi je suis évidemment contre les monnaies numériques de banque centrale, mais c'est que c'est un outil technologique tellement performant que même même les politiques qui seraient hostiles à contrôler les populations, alors j'espère que ça va pas être repris contre moi, pourraient être quand même obligés de lancer les prémices d'une mise en place, puisque en fait dans des situations de crise, l'État qui contrôlera à 100% sa population et un autre qui ne contrôle un peu moins ou voire pas du tout sa population dans une situation géopolitique dégradée, vous comprenez bien que des mouvements terroristes, enfin, voilà, les logiques financières de contrôle des capitaux qui sont dans votre pays, voilà, je prends l'exemple parce que je sais que Dugin est au cœur de l'actualité, mais il a quand même perdu sa fille dans un attentat, pour faire simple. L'attentat qui a permis donc qui visait Alexandre Dugin. Moi je le dis, je suis pas douguinien, donc voilà. Mais l'attentat qui visait la fille d'Alexandre Dugin, il a été élaboré par certains services de renseignement. Il y a eu une réalisation opérationnelle qui a été aussi permise par des flux financiers qui ont permis, je vous dis n'importe quoi, à l'individu de prendre une voiture, de déposer l'explosif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a une réalité qui est factuelle, qui est conditionnée au contrôle des flux financiers. Et le contrôle des flux financiers qui est mis en place par les monnaies numériques de banque centrale a de toute manière un intérêt, même pour un État qui souhaite défendre une conception patriotique Non, de mais sa c'est politique. évident, enfin, c'est le propre du progrès technique. C'est-à-dire, on peut être contre l'arme nucléaire pour des raisons morales, mais le fait est qu'on n'a pas le choix que de l'avoir si on veut sanctuariser son territoire. Il en va de même pour l'intelligence artificielle. On ne peut pas se permettre, dans un schéma de rivalité entre nations, d'accuser un retard technique tellement important que cela va se traduire par un réagencement des rapports de force. Donc, et là, c'est important, ce que tu dis, c'est qu'effectivement, même des pays que l'on présente comme étant des pays sauveurs
de l'humanité contre l'oligarchie seront obligés d'intégrer ces mécanismes-là. Après, maintenant, moi, j'attends de comprendre, alors, comment est générée cette monnaie numérique quand elle va passer au niveau du détail et pas de gros? C'est-à-dire quand je posséderai un euro numérique. Est-ce qu'il a été généré uniquement comme un calque ou un décalque d'un euro déjà existant, ou est-ce que ça va être généré par une dynamique de minage un peu à l'image du Bitcoin? Alors, la décentralisation du minage, D'accord. pas du tout. Ils reprennent la technologie blockchain, c'est-à-dire il y aura des chaînes de blocs, mais il n'y a évidemment pas de décentralisation de la création monétaire. C'est ça, en fait, le seul intérêt, justement, des bitcoiners. Donc, les monnaies numériques de banque centrale reprennent la technologie blockchain en termes de base de données et de sécurisation de la Donc elle est donnée. corruptible. Voilà. Donc la Et banque centrale peut supprimer mon euro digital quand elle veut. Évidemment, puisqu'en fait, alors déjà en plus on parle d'anonymat contrôlable et de paiement conditionné. Alors je vais juste définir ce qu'est une monnaie numérique programmable. En fait, la monnaie numérique programmable, ce ne sera plus une monnaie. On a évoqué les caractéristiques en début d'émission. Vous n'aurez plus aucun caractéristique de la monnaie, puisqu'en plus, tu l'as très bien dit, de Rachid, en complément de mon analyse, ce qui fait que les fiat ont encore un intérêt, c'est le nomos, c'est-à-dire la norme, la loi. Avec la monnaie numérique de banque centrale, bon, bien sûr, dans le narratif, on vous dit que ça va être à côté de l'euro ou du dollar fiat actuel. Mais vous le savez très bien, ils veulent remplacer les billets de banque et les espèces par le code. Et en fait, je renvoie à un article de Laurence Lessig que les bitcoiners ont du mal à comprendre. Pourtant, il est pas long, il fait une page l'article. Vous pouvez le traduire sans problème, qui s'appelle The Code is Law, qui a été écrit en 2000 et qui est totalement prophétique. Où en fait, Laurence Lessig, qui est un professeur d'Harvard, analyse le fait que le code va remplacer la loi et qu'en fait, l'enjeu est dans qui écrit le code. Et ça revient à ce que tu dis toi aussi. Les États vont être obligés d'une manière ou d'une autre, de s'approprier la technologie. Mais en réalité, ce que nous, masse populaire, on peut essayer de faire, c'est d'ouvrir un débat à l'intérieur de nos nations pour savoir qui écrit le code et dans quelles conditions. Et, alors moi, c'est mon avis, c'est que la monnaie, ce n'est pas une monnaie. Donc il faut faire en sorte que les monnaies numériques soient gagées ou couplées à du tangible. En fait, que la création monétaire soit basée sur de l'or, de l'argent. C'est ce qui était les monnaies avant la toute puissance des banques centrales et l'émergence des monnaies fiat. Et si on fait ça, en fait, on aura un usage, un système de paiement qui sera d'une technologie très avancée. Mais par contre, la création monétaire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la création monétaire ex nihilo, en fait, c'est une création monétaire diabolique puisqu'elle se fait à partir de rien. Donc, comme elle se fait à partir de rien, c'est le vol d'une certaine partie des producteurs, puisque la richesse, elle existe. Même si vous créez l'outil qui sert qui sert à échanger la richesse, ceux qui détiennent la capacité à produire les capitaux et à dire toi, Bernard Arnault, je te prête de l'argent et je te paye même je te rétribue à emprunter. Et puis toi, le petit plombier ou boucher, non, tu travailles, mais je ne te donnerai même pas la capacité d'emprunter pour acheter ta maison, c'est-à-dire ta résidence principale. C'est toi, en fait, ça c'est un choix politique. Et c'est ça qui est fondamental de comprendre, c'est que dans la dernière bataille de l'outil monétaire, c'est-à-dire dans le contrôle de la monnaie, là on est dans la phase ultime. Si les peuples ne reprennent pas en main la question monétaire et qu'ils ne défendent pas leur capacité à utiliser la monnaie, on basculera vers une société de code qui aura annihilé la monnaie. Donc, pour répondre à ta question, en fait, la monnaie numérique programmable reprend la technologie de la blockchain. La blockchain, il y a un token. Ce token permet l'échange. Les banques centrales veulent mettre en place cette blockchain pour pouvoir, déjà dans un premier temps, pour pouvoir suivre toutes les transactions qui ont lieu avec les acteurs qui utilisent leur monnaie. Voilà. Donc, d'où l'utilisation de la monnaie de gros, puisqu'en fait, on sait qui échange à l'international, et à l'intérieur du pays, ça permet de voir, d'avoir, comme l'a très bien dit Fabio Panetta, le responsable du développement de l'euro numérique, un anonymat contrôlable. C'est-à-dire, en fait, votre boulangère, quand vous lui achetez du pain avec votre carte bancaire ou votre téléphone avec le système Apple Pay, elle verra pas combien vous avez sur votre compte. Par contre, à la banque centrale, ils sauront quel compte a interagi
Voilà, et c'est ça leur intérêt. Alors ta question elle est intéressante puisque le mécanisme de création ex nihilo ne va pas disparaître. En fait, c'est tout le problème avec le code. On l'a vu avec le Bitcoin. Le Bitcoin ne remet pas du tout en cause la création monétaire ex nihilo. Et toi-même, quand tu l'as défini et synthétisé, le Bitcoin est presque une monnaie fiat de monnaie fiat. C'est-à-dire, c'est la création par elle-même de par elle-même. Donc, le code, c'est un outil informatique. Et bon, après, je reviendrai. Il y a des détails qui font que ils vont avoir du mal pour l'instant à mettre les monnaies numériques de détail puisqu'ils n'ont pas réussi à faire accepter l'identité numérique. Et l'identité numérique est le pendant automatique des monnaies numériques de banque centrale. S'il n'y a pas d'identité numérique, il y aura peut-être des CBDC, mais elles n'auront un intérêt que très limité. Elles auront, pour l'instant, parce que la monnaie, pour reprendre le cas de l'euro digital, actuellement, en fait, ils veulent mettre en place un compte limité à 3 000 euros que tout le monde peut ouvrir et qu'en fait, les gens, dans une situation économique dégradée, par exemple une situation d'hyperinflation, au lieu de leur envoyer par courrier leur coupon pour acheter le bois ou aller mettre de l'essence, on leur versera leur euro numérique directement sur leur wallet et ça facilite déjà la distribution, mais surtout, qu'est-ce que permet la monnaie numérique programmable? Elle permet d'allouer la fonction de l'argent. C'est-à-dire, en fait, sur 1000 euros, on peut dire les 1000 euros, ils seront utilisés pour du carburant. Bon, comme on est dans le narratif vert, on va pas parler du carburant, mais on va dire les 1000 euros, ils seront utilisés pour acheter des pâtes. Ouais. Ou pour un opposant politique, quand l'argent qui sera versé sur son compte, on pourra dire, avec le capital qu'il a sur son compte, on lui interdit d'acheter des billets de train. Ou on lui interdit de mettre de l'essence. Ou dans un certain montant, vous voyez, 20 euros par semaine, 30 euros par semaine. La monnaie numérique permet ça. Donc en fait, on a un basculement du monde. Et ce que disait Laurence Lessig, c'est the code is law. C'est-à-dire, on va changer de dimension. Actuellement, on est encore dans la dimension du verbe, c'est-à-dire de la loi qui a été dégradée, viciée, corrompue. Voilà, pour ceux j'ai adoré votre émission avec Youssef Indy quand vous avez parlé des références de penseurs. Je renvoie moi les gens évidemment à Aristote qui est un philosophe qui est facile à lire et à un juriste qui s'appelle Ulpien qui est cité dans le Digeste. Les gens pourront comprendre à quoi sert le droit, c'est-à-dire dire le bien et le juste. Et ça c'est fondamental. En fait, on va basculer d'une société du verbe, c'est-à-dire comment dire, le fait de générer une pensée, une idéologie et de la retranscrire dans le droit, c'est-à-dire une fiction qui crée du réel, pour basculer vers un code. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, même si le code se trompe, on ne pourra plus rien faire. Voilà. D'accord, mais fait ça, un petit tunnel. Et j'ai peut-être pas répondu à ta question. Extrêmement... Non, tu as parfaitement répondu. D'ailleurs, je vais reformuler. Au fait, comme il s'agit d'une monnaie programmée, elle est donc par conséquent programmable. Et donc, on peut conditionner de manière programmée par le code l'usage qui va être fait de la monnaie. Et donc, si jamais, par exemple, l'État décide d'allouer 1000 euros à tel individu et qu'il désire que sur les 1000 euros, 400 iront à la pompe à essence, 200 iront à la boulangère et puis 400, etc. à d'autres, il ne peut pas faire un usage détourné de cet argent-là. Parce que s'il va à la pompe à essence et qu'il demande 800 euros pour faire le plein, il montrera un QR code ou le NFC, on dira le maximum autorisé est de 400. Et donc, il ne peut pas échapper à ce conditionnement-là, ce qui est possible avec la monnaie fiat. Effectivement, si l'État me donne 1000 euros, je peux faire ce que je veux. Il peut me punir après, parce que j'ai violé le contrat. Mais il ne peut pas m'empêcher de faire un usage détourné de l'argent. Et donc là, c'est-à-dire que l'État pourra s'ingérer même dans la structuration de mon portefeuille, des dépenses de ménage, et donc il peut m'empêcher ou m'autoriser ou m'inciter ou m'interdire tel ou tel achat en fonction d'une vision politique qui va être exprimée par un codage en réalité. Et donc là, on est dans la tyrannie la plus absolue. Parce qu'aujourd'hui, on cherche à inciter les gens fiscalement ou on cherche à les décourager fiscalement. Là, on n'est plus dans ce schéma-là de dialogue, on est dans un schéma de dictature numérique où l'État décide ce que tu as le droit d'acheter, dans quelle quantité tu as le droit d'acheter et durant quelle période de l'année, peut-être même, tu as le droit de l'acheter. C'est exactement ça. En fait, bon, tu as tout résumé, c'est le fait d'imposer un contrôle a priori à la place du contrôle a posteriori. En fait, actuellement, si l'État n'est pas d'accord avec ce que vous faites, il vous met une sanction après, même qu'on soit d'accord ou pas, que ça soit légitime ou pas. La sanction, elle vient toujours après Mais là, comme tu l'as dit, il pourra conditionner l'achat de telle chose avec des paramètres
par exemple, un score au crédit social, ton score au crédit social qui sera inférieur à une note, il pourra te dire, non, comme tu l'as dit, t'achètes pas d'essence ou t'achètes pas de billets de train. Et ça, c'est fondamental. En fait, on va basculer vers une autre société. Et juste pour Mais ça ne marche faire que le si le lien, cash disparaît. oui, alors merci Rachid pour faire le lien, mais il y a quelque chose qu'on a oublié, le Bitcoin. Le Bitcoin qui est en fait le marchepied des monnaies numériques de banque centrale, puisqu'il a imposé un narratif de digitalisation des échanges. Le Bitcoin est l'ennemi absolu de l'argent liquide et des espèces. On le voit avec les nouvelles générations, la conception de l'usage de l'argent, c'est-à-dire l'argent que j'ai dans mon porte-monnaie avec les pièces sonnantes et trébuchantes et la liasse de billets, a changé avec la nouvelle génération. Moi, je suis un trentenaire, j'ai des amis qui ne paient plus du tout en espèces, plus du tout. Et ça, c'est fondamental. L'ennemi, en fait, de l'oligarchie, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire par l'intermédiaire de l'opération Bitcoin, c'est en plus de l'or et de l'argent, qui sont les vraies monnaies, mais qui sont au sens capital, même si l'argent est une monnaie d'échange en réalité, c'est la monnaie du travail, et l'or la monnaie du capital, l'hyperclasse et l'oligarchie vont réussir à détruire les espèces et le cash par l'usage d'abord de la crypto-monnaie et ensuite des monnaies numériques de banque centrale. Et ça, c'est fondamental. Qu'est-ce que veut faire et qu'est-ce qu'a réussi à faire Bitcoin? Le Bitcoin va, via le système de paiement Lightning, Bitcoin, se vante d'apporter la technologie aux Africains qui sont des populations, à l'Afrique subsaharienne essentiellement, qui sont des populations très peu bancarisées. Écoutez bien, c'est les éléments de langage des pro-Bitcoin. Ils sont très peu bancarisés, mais ils ont des téléphones, ils ont des systèmes. Et par contre, en Afrique, il y a beaucoup de téléphones. Et le Bitcoin permet de payer avec son téléphone. C'est quand même extraordinaire. Donc en gros, les Bitcoiners ont libéré l'Afrique parce que les Africains paient avec leur téléphone. Et ça, c'est fondamental puisque tu l'as dit. En fait, le Bitcoin a réussi là où les grandes banques centrales et les grandes banques commerciales ont échoué. En fait, le but, c'est de bancariser, c'est ce terme-là, bancariser l'ensemble de l'humanité. Actuellement, on estime à un quart des gens qui ne sont pas bancarisés sur la planète. Donc, le Bitcoin et les crypto-monnaies ont aussi cet intérêt-là, puisque en plus, ils vont permettre aux banques commerciales, les banques commerciales qui tiennent les banques centrales, de détruire le cash. Alors évidemment, la banque centrale européenne a appelé son opération euro digital Cash Plus. C'est du cash plus, voilà, parce qu'en fait, ils comprennent qu'il y a une hostilité aussi des gens comme nous qui essayons de décrypter la mise en place des monnaies numériques de banque centrale. Mais l'argent liquide est en fait l'ennemi prioritaire à abattre. Et ça, c'est fondamental. Et quand vous comprenez le Bitcoin, enfin, quand vous analysez le Bitcoin, et vous prenez tous les influenceurs, par exemple, de la sphère francophone, je vais utiliser des noms, comme ça, je me ferai un plaisir de me faire attaquer sur les réseaux sociaux, mais par exemple, Statchenko, qui est un ancien de chez KPMG, c'est-à-dire un cabinet d'audit, qui est dans la main des BlackRock et des Vanguard, et qui est un des influenceurs de la sphère francophone du Bitcoin, qui passe chez BFM Crypto, c'est-à-dire BFM TV Crypto, et on vous explique que le Bitcoin est l'outil anti-système. Mais en fait, les gars passent chez BFM Crypto. Vous avez aussi des gens comme Goose Piou, qui est un mineur, qui a une boîte de minage et qui vantait les mérites de l'euro numérique il y a quelques années. Et maintenant, il vous explique que le Bitcoin va tout révolutionner. Bon, après, je vais pas rentrer dans les détails. Vous regardez le Salvador, par exemple. Le Salvador a adopté le Bitcoin en tant que monnaie légale, c'est-à-dire cours légal. Tu avais fait l'introduction parce que c'est la conception la plus importante en termes de questions monétaires. Le Salvador, ils avaient mis en place une possibilité pour les gens d'avoir 30 € sur une wallet en Bitcoin, l'équivalent de 30 € sur une wallet en Bitcoin, que les gens pouvaient utiliser dans n'importe quel commerce. C'est un échec total puisqu'en fait la population, alors certains ont utilisé les 30 € de Bitcoin dans certains commerces, mais en réalité la population, alors déjà l'économie du Salvador n'a pas progressé depuis l'adoption du Bitcoin, bien au contraire. Après je veux pas dire que c'est le fait qu'ils aient adopté le Bitcoin, mais c'est pour dire que le président n'a rien amélioré, Bukele, et en tout cas la population, ça a complètement échoué. La population qui est une population qui vit sous un seuil de pauvreté assez important, elle est habitués à une monnaie cash, même si elle se dévalue fortement. Et ça, c'est fondamental, parce qu'en fait, ils ont compris que la monnaie cash, vous pouvez, comme tu l'as très bien dit, Rachid, utiliser comme tu le veux. C'est-à-dire, quand tu as un billet dans ta poche, t'as pas une autorité qui te dit
qui te dit quoi acheter ou qui te dit ben, je verrai ce que tu as acheté. Et puis, Voilà. et puis Et t'as ça, c'est pas de fondamental. Et en fait, problème, c'est pour ça t'as que pas de problème de batterie déchargée, etc. Tu peux payer quand tu veux, à n'importe quel moment. oui, oui, voilà. Et les gens, les pro-bitcoiners, ils détestent cet argument-là. Puis ils disent, quand on leur dit, oui, mais le jour où il n'y a plus d'électricité. Parce qu'en fait, le jour où il n'y a plus d'électricité, bien sûr, déjà un blackout, ça peut arriver. Mais en fait, ce qui arrive avec la grande réinitialisation et la mise en place du grid reset, c'est un accès différencié à l'énergie en fonction de votre statut politique. Alors ça, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais donc, ça veut dire que quelqu'un qui est qualifié d'hostile au régime aura une possibilité d'accès à l'énergie, donc à l'électricité, beaucoup moins importante que quelqu'un qui est très bien vu, par exemple le neveu de Christine Lagarde, ou le neveu de Christine Lagarde ou Christine Lagarde elle-même. Donc ça, et même Draghi, vous voyez, moi je m'appelle Draghi, à mon avis j'aurai un accès à l'énergie assez limité. Et ça c'est fondamental à comprendre parce que le Bitcoin, si vraiment il avait un usage révolutionnaire, le Bitcoin existe depuis 15 ans maintenant. Il faut quand même rappeler les faits. Est-ce qu'il a titillé le système oligarchique financier actuel, Wall Street et la City? Pas du tout. On voit Musk, on voit le rôle de BlackRock, Fidelity, tout ça. Et d'ailleurs, pour redonner des sources aux gens, intéressez-vous à un article de Bloomberg de 2016 qui s'appelle How Wall Street Tested Digital Cash. Et vous retrouvez Fidelity, Fidelity, qui a investi massivement dans le Bitcoin, dans les ETF Bitcoin. Vous retrouvez tous les grands noms qui, en fait, investissaient massivement dans la DeFi, c'est-à-dire la tech qui permettait de mettre en place les outils de développement du Bitcoin. Et ça, c'est fondamental. Donc, c'est juste pour dire que la monnaie numérique programmable, in fine, c'est un outil qui va tous nous asservir. Et la première chose à faire pour lutter contre cette... Après, on pourrait refaire une émission parce qu'en fait, il y a plein de choses à mettre en œuvre d'un point de vue individuel et collectif. La première chose pour lutter contre l'euro digital, le dirham digital, c'est d'utiliser l'argent liquide. Parce que l'argent liquide est un droit et à cours légal, plus les usages d'espèces vont perdurer, plus ils vont avoir du mal à mettre en place cet outil. Et après, vous pouvez, d'un point de vue individuel, mais même d'un point de vue collectif, militer pour l'acquisition d'or et d'argent, d'un point de vue national ou individuel, pour vous mettre on va dire, à l'abri d'éventuels abus du système bancaire et financier, puisque oui, je le dis, oui, bah, je le dis actuellement, tous ceux qui mettent en place l'ETF Bitcoin achètent massivement des terres agricoles, de l'or, de l'argent. Donc, vous voyez, il y a ce qu'on dit, ce qu'on fait. Enfin, il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qu'on fait. Ça pourrait effectivement être l'objet du prochain entretien parce que il y a plein d'idées à aborder. Premièrement, l'or, l'argent, les terrains agricoles ou bâtissables, etc. Malheureusement, même cela n'offre en réalité aucune garantie absolue. Parce que votre or, on pourra venir le chercher avec des gendarmes et avec la police chez vous, à travers des fouilles. La propriété privée pourra être annulée. D'ailleurs, en France, on parle déjà d'un projet selon lequel les Français ne seront propriétaires que des murs et pas du terrain sur lequel le mur est bâti. Parce qu'au fait, un État tyrannique, il n'y a rien qu'on puisse lui opposer, c'est-à-dire en termes économiques. Donc peut-être qu'il serait également intéressant de parler des moyens de ralentir cette tyrannie-là, le cash dont tu as parlé, l'or et l'argent, mais également de parler de quelle alternative on pourrait proposer après l'effondrement. Comment repenser une nouvelle monnaie sur des bases qui intègrent la technique et la technologie, parce qu'effectivement, on n'est pas obligé de revenir à un schéma qui relève du passé, mais peut-être réinventer le passé à l'aune de ce que nous permet la technique et la technologie aujourd'hui. Donc, ça sera pour notre prochain entretien. Oui. Si je peux me permettre une phrase de conclusion, j'ai beaucoup aimé une émission que vous avez réalisée avec le camarade Youssef Indy, et en fait, fondamentalement, quand on voit un péril arriver, il n'y a pas de solution magique. C'est-à-dire, il n'y a pas acheter de l'or et vous serez sauvé, vous irez au paradis. Ça fonctionne pas comme ça. Et tu as dit une phrase importante. Bon, vous avez parlé du Behemoth et je conseille cette vidéo qui est pour moi remarquable et magistrale. C'est recréer une arche en nous. De toute manière, on ne pourra pas éviter l'effondrement, la dégénérescence de la société. Il en est de même pour le système économique et financier. Par contre, il est possible de mettre en place des choses à l'intérieur de nous ou avec vos proches pour au moins gagner du temps. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on est quand même dans un système alchimique où les élites se prennent pour des homo deus, mais ce ne sont pas des dieux. Voilà, des homos à la rigueur, mais pas des dieux. Et ce sont des hommes, voilà. Donc, il est fondamental de comprendre que plus on
mettre en lumière leurs projets, plus ils auront du mal à les mettre en application et à les mettre en place. Voilà. Puisqu'en fait, c'est pour l'instant le verbe qui a encore le dessus sur le nombre et il faut encore qu'on en profite. Voilà. On conclura avec cette note d'optimisme, ce qui est assez rare quand on parle de monnaie, d'oligarchie. Donc encore une fois, merci infiniment Marc-Gabriel Draghi et à très bientôt pour un nouvel entretien. Merci.